Mon père a oublié chacun de mes anniversaires pendant 10 ans, jusqu'au jour où j'ai restauré une auberge centenaire au bord de la mer sur la côte bretonne. Avant l'aube, il est arrivé devant l'établissement avec un serrurier et un acte de propriété falsifié. Ma fille m'a cédé le domaine hier, a-t-il menti au serrurier d'un ton autoritaire, percé les verrous, elle a perdu les clés principales en partant. Il pensait que le grand bâtiment sombre était complètement vide, mais au moment où il a franchi le seuil, toutes les lumières se sont allumées d'un coup. 2 enquêteurs de la brigade financière, le conservateur des hypothèques et une équipe de journalistes de France 3 Bretagne l'attendaient pile dans le hall de réception. L'un des enquêteurs s'est avancé avec un sourire glacial en disant « Parfait. Nous avions besoin que vous confirmiez cela devant la caméra. » C'est alors que mon père a entendu le déclic. C'est que des menottes en acier se refermaient derrière ses poignets, et l'expression arrogante sur son visage s'est instantanément transformée en une terreur pure. Je m'appelle Élodie Martin, j'ai 34 ans, et au cours des 10 dernières années, j'ai été totalement invisible pour l'homme qui était censé me protéger. Mon père, Richard Martin, nous a abandonnés, ma mère et moi, alors que je commençais tout juste mes études supérieures, et il n'a jamais regardé en arrière. Pendant une décennie, il n'y a eu aucun appel, aucune carte de vœux, et certainement aucun souhait d'anniversaire. J'ai fait mon master en gestion immobilière à Paris, j'ai bâti ma carrière dans l'immobilier d'entreprise et j'ai traversé les moments les plus difficiles de ma vingtaine entièrement seul. Pour Richard Martin, je n'étais qu'un fantôme, un chapitre effacé de son passé, qui ne cadrait pas avec sa nouvelle vie clinquante et égocentrique. Mais je n'ai pas laissé son absence me briser, je m'en suis servi comme d'un moteur. Pendant qu'il ignorait mon existence, je travaillais 80 heures par semaine à analyser les marchés fonciers et à économiser chaque centime que je pouvais tirer de mes salaires. Je ne faisais pas que survivre, je planifiais. Mon rêve ultime avait toujours été de posséder quelque chose de permanent, quelque chose que personne ne pourrait jamais me retirer. Ce rêve s'est finalement concrétisé sur la côte sauvage de Bretagne, près de Saint-Malo. J'ai fait un saut dans l'inconnu, à la fois massif et terrifiant, en achetant le manoir des Goélands, une auberge de bord de mer centenaire et délabrée qui avait été abandonnée au sel et au vent. Tout le monde me disait que c'était un gouffre financier, un pari insensé pour une femme seule. Mais là où il voyait du bois pourri et des fenêtres brisées, je voyais un chef-d'œuvre qui n'attendait qu'à retrouver sa vie glorieuse et vibrante. Les 2 années suivantes ont été un tourbillon de sueur, de poussière et de sacrifices incessants. Je vivais pratiquement à l'intérieur du manoir des Goélands, troquant mes talons pour des chaussures de sécurité, passant mes week-ends à décaper du papier peint moisi, à refaire les tableaux électriques antiques et à restaurer les boiseries en acajou sculptées à la main. J'ai versé chaque euro de mes économies dans la propriété, travaillant aux côtés d'artisans locaux qui sont peu à peu devenus comme une famille pour moi. Au moment où la dernière couche de peinture a séché, la ruine négligée s'était transformée en une destination de luxe époustouflante, évaluée à environ 2,2 millions d'euros. La nouvelle s'est répandue rapidement dans notre petite ville côtière. Une semaine avant notre inauguration officielle, le quotidien Ouest France a publié un portrait élogieux sur le manoir, accompagné de photos magnifiques des vues panoramiques sur l'océan et des suites élégantes. C'est à ce moment précis que le fantôme a décidé de réapparaître. Moins de 24 heures après la parution de l'article, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Quand j'ai répondu, une voix que je n'avais pas entendue depuis 10 longues années a résonné à mon oreille, débordante d'une chaleur théâtrale écœurante. Élodie, ma chérie, a lancé Richard Martin comme s'il n'avait pas passé une décennie à prétendre que je n'existais pas. Il affirmait qu'il était simplement un père fier qui avait toujours cru en ma vision, justifiant son silence de 10 ans par des histoires vagues de surcharge de travail. J'étais sous le choc, mais mes instincts de professionnel de l'immobilier ont immédiatement capté quelque chose d'anormal.
En moins de 3 minutes de conversation, le rôle du père fier a commencé à s'effriter. Richard Martin a commencé à poser des questions d'une précision troublante. Il a demandé si je détenais la propriété en nom propre ou via une SCI, si le titre était libre de toute hypothèque bancaire, et si j'étais la seule gérante listée sur les statuts fiscaux. Il n'appelait pas pour fêter mon succès, il menait une mission de reconnaissance. 3 jours avant l'inauguration, l'appel téléphonique est devenu une réalité physique. J'étais dans le hall en train de disposer des fleurs sauvages fraîches quand les grandes portes se sont ouvertes. Richard Martin est entré, impeccable dans un costume bleu marine sur mesure. Mais ses yeux n'admiraient pas les moulures restaurées. Ou la vue sur la mer, il mesurait l'espace comme un chasseur évaluant le prix d'une peau. Il n'a pas proposé d'embrassade ni de salut chaleureux. Au lieu de cela, il a sorti un stylo en or, l'a tapoté contre sa paume et est allé droit au but. Il a prétendu que, parce qu'il avait subvenu aux besoins de ma mère et aux miens pendant mon enfance, il avait droit à une participation de 50% dans le manoir des Goélands, en guise de remboursement pour m'avoir élevé. Il a même eu l'audace de suggérer qu'une jeune femme seule ne pourrait pas gérer un domaine de plusieurs millions d'euros. Une rage froide m'a envahi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que l'entretien d'un enfant était un devoir légal parental, pas un fonds d'investissement avec intérêt. J'ai exigé qu'il quitte ma propriété immédiatement avant que j'appelle les gendarmes. Le masque poli et affectueux de Richard Martin s'est brisé instantanément. Ses yeux se sont assombris, sa posture est devenue hostile et il s'est penché au-dessus du bureau d'accueil, sa voix tombant dans un murmure venimeux. C'est moi qui t'ai façonné, Élodie. Tout ce que tu possèdes m'appartient, d'une manière ou d'une autre. Tu te crois maligne, mais tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Ce soir-là, un sentiment d'angoisse m'a submergé. J'ai remarqué une berline sombre qui tournait au ralenti sur la route côtière près de la limite de ma propriété. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un appel urgent d'une connaissance qui travaillait au service du cadastre à la mairie. Elle m'a prévenu que quelqu'un avait fait des demandes agressives concernant les registres fonciers du manoir des Goélands. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon avocat, Maître David, et nous nous sommes précipités au bureau de la publicité foncière. Ce que nous avons trouvé dans les dossiers officiels a laissé mon avocat sans voix. Juste au-dessus de la pile se trouvait un acte de cession de part récemment déposé. Il affirmait que j'avais volontairement transféré 100% du manoir des Goélands à une société écran appelée Martin Patrimoine Holding, une entité contrôlée entièrement par mon père. Au bas du document juridique se trouvait mon nom, écrit avec une signature grossièrement imitée à côté d'un faux sceau notarial. Richard Martin n'essayait pas seulement de m'intimider pour obtenir la moitié du travail de ma vie, il commettait activement une fraude criminelle pour me voler l'intégralité du domaine de 2,2 millions d'euros. Maître David m'a immédiatement poussé à demander une injonction d'urgence et à prévenir le procureur. Mais je savais exactement comment mon père fonctionnait. Richard Martin était fuyant, calculateur et profondément arrogant. Si nous lui versions simplement des documents civils, il se cacherait derrière des avocats de la défense coûteux, plaiderait un malentendu administratif et m'entraînerait dans des années de litiges épuisants et onéreux. Je ne voulais pas d'une bataille civile interminable, je voulais qu'il soit pris en flagrant délit. En collaboration avec Maître David, le conservateur, 2 enquêteurs spécialisés dans la fraude financière et une journaliste d'investigation qui avait déjà couvert notre projet, nous avons élaboré une opération d'infiltration méticuleuse. J'ai passé un appel ciblé à une parente bavarde dont je savais qu'elle tenait Richard Martin informé de ma vie. Pendant l'appel, j'ai mentionné nonchalamment que je devais m'absenter à Paris toute la nuit pour récupérer les dernières fournitures pour le jour de l'ouverture, laissant le manoir des Goélands sans personnel et verrouillé jusqu'à l'aube.
L'appât était parfaitement posé. Maintenant, tout ce que nous avions à faire était d'attendre dans l'obscurité que Richard Martin tombe droit dans le piège. À 4h45 du matin, la côte était enveloppée d'un brouillard épais et noir. À l'intérieur du hall assombri du manoir des Goélands, personne ne bougeait. Discrètement installés derrière les lourds rideaux de velours du bureau de réception se trouvaient les deux enquêteurs, le conservateur, l'équipe de tournage avec leur objectif focalisé sur l'entrée principale, et moi-même. Mon cœur cognait contre mes côtes, mais mes mains restaient parfaitement immobiles. À 5 heures pile, les graviers de la Léon crissaient. À travers les hautes fenêtres, j'ai vu des phares s'éteindre, suivis du bruit sourd de portières de voitures. Quelques instants plus tard, des silhouettes ombragées sont apparues sur le perron. Richard Martin était arrivé, accompagné d'un serrurier embauché, sans doute de bonne foi, transportant une lourde caisse à outils en acier. Debout sur mon seuil, Richard Martin a pointé agressivement les doubles portes en chêne massif. Ma fille m'a cédé la propriété hier, a-t-il déclaré d'une voix forte et autoritaire pour s'assurer que ces mots traversent le bois. Elle a quitté le domaine et a égaré les clés. Je suis désormais le propriétaire légitime, alors percez les verrous. Immédiatement. Le serrurier a hésité un court instant, mais Richard Martin a sorti le faux acte de cession, le brandissant comme un badge d'autorité absolue. La perceuse a vrombi, le son strident résonnant dans l'entrée vide jusqu'à ce que la lourde serrure en laiton cède enfin dans un claquement métallique. Richard Martin a poussé les lourdes portes en chêne, entrant dans ce qu'il croyait être un bâtiment vide et sans défense. Au moment où sa chaussure cirée a touché le marbre de l'entrée, tout le hall a été inondé de projecteurs surpuissants. Chaque lustre s'est allumé d'un coup, illuminant la pièce avec une clarté éclatante. Richard Martin s'est figé sur place, clignant des yeux impuissant sous l'éclat, alors que les deux enquêteurs sortaient de derrière les rideaux de velours, badge tendu. À côté des officiers se tenait le conservateur et la journaliste locale, son micro levé et sa caméra tournant. Parfait. Nous avions besoin que vous disiez cela devant la caméra, a dit l'enquêteur principal avec un sourire froid et méprisant. Avant même que mon père ne comprenne ce qui se passait, l'enquêteur a sorti un enregistreur de poche et a diffusé l'audio cristallin capturé à l'extérieur quelques instants. Plus tôt, Richard Martin affirmant explicitement que j'avais cédé la propriété et ordonnant au serrurier de forcer les portes. Le regard arrogant et triomphant de mon père s'est désintégré en une terreur pure et simple. Attendez, c'est un énorme malentendu, a bégayé Richard Martin en reculant vers l'entrée ouverte. Je suis son père. Nous étions juste en train de régler une affaire de famille. Gardez vos explications pour le juge, monsieur Martin, l'a interrompu fermement l'officier. D'un mouvement rapide, il a saisi le bras de Richard Martin, l'a fait pivoter et a ramené ses poignets dans son dos. Les menottes en acier se sont refermés avec un bruit sec et définitif. Au moment où le métal s'est verrouillé, Richard Martin s'est complètement effondré. L'homme d'affaires poli et manipulateur a disparu, remplacé par un homme désespéré criant, jurant et implorant la clémence. Alors que la caméra capturait chaque seconde de sa disgrâce publique, le conservateur s'est avancé et a tamponné le faux acte de cession d'un sceau rouge officiel, le déclarant frauduleux et nul sur le champ. Alors que les policiers emmenaient Richard Martin vers la voiture de patrouille qui attendait, il s'est retourné vers moi, les yeux écarquillés par une supplication frénétique. Mais je suis resté debout au centre de mon hall. Restaurée, totalement silencieuse, regardant l'homme qui m'avait abandonné. Pendant 10 ans faire enfin face aux conséquences de sa cupidité. Il a été placé en détention provisoire, faisant face à plusieurs chefs d'inculpation pour faux et usage de faux, violation de domicile et tentative de vol aggravé. Alors que le soleil matinal se levait sur l'océan Atlantique, projetant une lueur dorée chaleureuse à travers les hautes fenêtres du manoir des Goélands, la voiture de police s'est éloignée, ses sirènes s'effaçant dans la brise côtière.
L'air semblait plus léger, plus pur, libéré de l'ombre sombre qui pesait sur ma vie. Depuis tant d'années. 3 jours plus tard, nous avons célébré notre inauguration officielle. L'événement a été un succès immense, couvert par les médias régionaux et fréquenté par les habitants qui avaient vu le manoir passer. D'un fantôme en ruine à un joyau de la couronne côtière. Le manoir des Goélands a ouvert avec une saison complète, protégé par des garanties juridiques inattaquables et soutenu par une communauté qui ressemblait vraiment à une famille. En y repensant, Richard Martin pensait pouvoir revenir dans ma vie. Exploiter mon dur labeur et m'effacer une fois de plus. Mais il a sous-estimé la force qui naît de la survie en solitaire. Ce n'est pas lui qui m'a construite. Je me suis bâti moi-même, brique par brique, tout comme j'ai reconstruit cette auberge.